à la tribune avec moi, et puis je me suis dit, j'ai dit à tout le monde, oui, on est mal parti. Hein, si on continue dans ce modèle de développement, on va dans le mur. Il faut absolument revenir à des systèmes fourragers basés sur la prairie, hein, et il faut avoir un élevage beaucoup plus lié au sol, etc. Donc j'ai poussé un coup de gueule. Et comme il y avait des journalistes dans la salle, ils ont repris mes propos. Et à partir de ce moment-là, ben, je me suis fait des ennemis. Ben oui, des amis aussi, et en particulier les élus. Ah oui, le conseil général, de gauche et de droite, même de droite. Eh oui, il y avait même un conseil général, le curé là, de Rostronin, il a envoyé, quand on a créé le CELAPA, il a envoyé sa cotisation en triplant la dose, pour nous soutenir. Voilà. Et donc, à partir de mon coup de gueule, j'ai lancé l'idée, avec quelques copains, de mettre sur pied une association que finalement s'est appelée Centre d'études pour un développement agricole plus autonome, hein, en quelque sorte, montrer qu'on pouvait produire autant mais en dépensant moins. Et donc du coup en polluant moins. Voilà, donc c'est la naissance du Centre d'études pour un développement agricole plus autonome. Et on est 8 agriculteurs à créer ce centre d'études, et on a d'emblée le soutien de l'administration, figurez-vous. Le DDA de l'époque nous met à disposition deux de ces grands ingénieurs, 2 sous-directeurs, pour venir nous épauler, pour faire nos papiers, tout ça. Et le Conseil général va d'emblée financer cette initiative du CELAPA. Et ça fait 25 ans que ça dure. J'étais bien l'heure. Quand ce pochon se met à dénoncer le système, c'est très dangereux. Cette initiative. Et donc j'ai eu ces gens-là, jusqu'à maintenant. Hein. On a en quelque sorte la chance, une grosse pomme d'abord, trop public, non. Vous n'êtes pas tout à fait dans le mur. On sait, les on sait finalement quoi faire. Tout. Pour aussi bien retrouver l'eau pure. Mais j'ai eu l'écoute des la santé élus économique des exploitations. Ah oui. On a derrière nous de gauche et de des droite. agriculteurs nombreux qui pratiquent les méthodes du CEDAPA et qui finalement font la preuve que ça marche. Donc on n'est pas dans le mur, on n'est pas là à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver l'eau pure, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour falloir faire des expériences et tout ça et tout ça. Tout ça, c'est fait. C'est réalisé. Et on a eu un suivi pendant 5 ans de nos exploitations par l'INRA. Ils ont publié un ouvrage comme ça, qui s'appelle « À la recherche de l'agriculture durable », 250 pages, et qui montre qu'effectivement, les gens du CELAPA, ils travaillent moins que les autres, ils polluent 10 fois moins, et ils gagnent plus. On va voir ça demain. Donc on sait que faire. Alors le quoi faire, eh ben, c'est simple, hein, c'est revenir au système fourrager des bovins et des moutons basé sur l'herbe, sur la prairie, à base de traitement, sans engrais azotés. Et puis c'est d'élever nos animaux, les loger sur litière, et non pas sur le fameux lisier. Et derrière ça, bien évidemment, il y a toute la rotation des cultures, la prairie comme tête de rotation, etc., hein, qui fait que c'est un tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que le NIRA s'est intéressé à ce point à nous, parce que nous suit pendant 5 ans, c'est pas rien. Hein. C'est un programme qui a coûté très cher. Il y a eu 27 exploitations de suivi, 2 bassins versants en comparaison. Voilà. Alors donc, c'est la note d'espoir que je vous disais au début, qu'on peut concilier économie et écologie, on peut avoir des agriculteurs qui gagnent bien leur croûte tout en respectant l'environnement et la qualité des produits, et bien, c'est basé sur l'expérience du CELAPA. Voilà. Voilà mon programme. Voilà ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter les points clés de l'agriculture durable, le cahier des charges qui va avec, les résultats économiques comparatifs avec l'agriculture conventionnelle et les résultats environnementaux et même les conséquences par rapport à l'effet de serre. Vous voyez, c'est un panorama complet. Il y en a 6. Et le socle, le point fondamental, c'est cette notion d'équilibre. Sol, plantes, animaux.
Ça veut dire que le sol fait pousser les plantes nourrissent les animaux, et que les déjections des animaux retournent nourrir le sol, sous forme de fumier ou de compost. Alors, la notion d'équilibre, ça va même plus loin, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il ne faut pas trop charger les transparents. La notion d'équilibre, c'est aussi tout, la biodiversité, c'est l'écosystème. Si vous voulez que ça marche, il faut éviter les mornes plaines. Autrement, d'une région qui a tout arasé, qui a tout drainé, il n'y a plus de talus, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de mares, il n'y a plus rien du tout de tout ça, de zone humide, ça c'est mauvais, puisque vous avez détruit la biodiversité. Et que c'est indispensable pour la protection des plantes, et même des animaux. Les talus, ça a un rôle. Il y a tout un tas de bestioles là-dedans qui ont un rôle vis-à-vis justement on sait par exemple, même des guêpes, tout le monde a peur des guêpes. Les guêpes, c'est indispensable pour lutter contre certaines autres parasites. Vous savez, des coccinelles aussi, on connaît mieux l'affaire des coccinelles, mais c'est général ça. Si vous détruisez tout qui est haies, zones humides et tout ça, c'est mauvais. Et vous savez que la communauté européenne, Bruxelles, sont à cheval là-dessus. Il y a des aides spécifiques pour les gens qui conservent leurs talus, leurs arbres, etc. Et maintenant, il va y avoir des taxations pour les gens qui en auront pensé. C'est le b.a.-ba. Donc la notion d'équilibre, elle est globale. Bon, quand on a ça, c'est assez facile de déboucher sur un bon assolement, c'est-à-dire une bonne rotation des cultures. Et, bon, par exemple, on sait qu'un assolement qui a comme tête d'assolement une prairie, qui va rester 4, 5, 6 ans en place, eh bien c'est formidable parce que la prairie vous fabrique de la matière organique, développe les vers de terre et tout ça. Et donc les cultures qui vont venir par derrière et viennent à moindre dépense, grâce à la prairie dans la rotation. Des plantes adaptées au sol et au climat, ah oui. Quand on a un peu de bon sens, on sème, on fait pousser des plantes qui viennent bien chez nous. Et non pas aller mettre du maïs fourrage en centre-Bretagne qui ne fait pas assez chaud. Si, maintenant ils mettent du plastique. Ils récupèrent la chaleur. Mais voilà. Quand on est dans des régions sèches et chaudes, on fait de la vigne, on fait des agrumes et tout ça. Mais quand on est en région plus froide, tempérée, comme le centre-Bretagne, eh bien on va faire de l'herbe, on va faire des céréales, on va faire des betteraves, des choux. Mais pas de la vigne, pas de tournesol, et pas de maïs. C'est pas fait pour nous, ça. Voilà. Alors l'affaire du maïs est vulgarisée partout. Vous allez partout en France, il n'y a que le maïs partout. Dans toutes les écoles d'agriculture, c'est maïs. C'est le bon Dieu, c'est la panacée. Hein? Dans tous les champs, vous voyez que ça? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, un point très important du fumier plutôt que du lisier, c'est-à-dire que quand on a des animaux sur la ferme, et on a vu qu'il en fallait, eh bien il faut les loger, si on les loge, il faut les loger sur litière, et du coup on fait du fumier, ou du compost, et non pas le fichu lisier. Et c'est le jour et la nuit pour le confort des animaux, pour le bien-être animal, et c'est le jour et la nuit pour les sols. Et c'est le jour et la nuit même pour la pollution. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Voilà. Alors, l'herbe, c'est la base de l'alimentation des ruminants, des herbivores. Donc il faut revenir à l'herbe, vous avez vu pourquoi. Et puis il faut donner une priorité aux investissements productifs. Les engrais de fond, les animaux qui transforment bien la nourriture, les plantes, les semences qui ne sont pas dégénérées, tout ça, c'est un bon investissement. Mais si vous mettez votre argent dans des gros tracteurs, des bâtiments très sophistiqués, etc., ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Gros matériel, c'est un fil à la patte de l'exploitant. C'est pas rentable. Voilà. Et ça débouche sur le cahier des charges de l'agriculture durable. Ça va être un peu compliqué pour vous, mais oui. C'est un système fourrager basé sur l'herbe, puisqu'on doit avoir au minimum les 3/4 de la surface fourragère en herbe. Et les prairies sont en base de trèfle blanc sans engrais azotés.
et l'alimentation hivernale à base de foin. On tolère du maïs en silage, mais limité, maximum un tiers de la ration pendant 5 mois maximum. Alors on arrive maintenant à la comparaison économique. Ah, oui, ben voilà, 91. Bon, j'ai quitté l'exploitation en 91. À tout seigneur, tout honneur, j'aime bien vous rappeler un peu ce que je faisais. J'avais un produit brut en francs et en euros. Bon, moi je parle en francs. Mais on n'achetait pas beaucoup, si bien qu'il y avait une valeur ajoutée très importante, 87% par rapport au produit. Mais un temps de travail, entre mon épouse et moi, vous voyez, on faisait un temps de travail à peu près normal entre nous deux. Ici, d'autres résultats en Vendée, parce qu'en Vendée, on a toute une équipe là-bas d'agriculture durable, et les gens se sont reconvertis. Il y a 24 exploitants, 10 exploitations, parce que c'est des GAEC. Ben, vous voyez l'évolution, c'est une d'elles, j'aurais pu les prendre les 10. Voilà, l'évolution c'est quoi? Ben, c'est moins de maïs en silage, 3 fois plus de prairies de trèfle blanc, suppression des prairies de régras purs, le quota laitier a légèrement diminué, la production laitière, mais les engrais ont diminué 2,5 fois, l'achat de concentré de soja, pareil, carburant lubrifiant, même chose, moitié, les travaux par tiers même. Vous voyez, c'est bien que le résultat de l'opération, ben, je ne comprends pas, ça ne marche plus bien, la dernière ligne est sautée. Et je vois que plus je vais, plus ça remonte. Enfin, grosso modo, ils gagnent un tiers de plus qu'avant, depuis leur reconversion. Voilà. Alors, une autre exploitation individuelle, celle-là, chez nous en Côte d'Armor, un gars qui s'est reconverti. Avant, il dépensait 0,22 centimes par litre de lait produit en fourrage. Il est tombé à 0,102. Il dépensait 0,25 de concentré. Il est tombé à 0,124. Vous voyez, il a gagné plus de la moitié sur son coût alimentaire du litre de lait. Si bien que, bon, on n'a pas mis les chiffres, mais il est passé de 200 000 à 300 000 de revenus. Alors, on retourne en Vendée, le groupe des 24 agriculteurs, là, des exploitations durables, comparé aux exploitations voisines. Il y a deux groupes. Il y a un groupe avec la même surface et le même quota laitier. Et un groupe avec le même quota laitier, mais beaucoup plus de surface. C'est-à-dire ils font des colzas, des tournesols, etc. en plus. Eh bien, vous voyez, le revenu avec prime, 130 KF dans les reconvertis contre 107. Mais si on supprime les primes PAC, eh bien, il tombe à 114 KF, mais 114 KF, c'est pas si mal que ça. Et les autres tombent à 72, et même le groupe des grandes cultures tombe à 45. Ceux-là, ils sont complètement dans la nasse. Autrement dit, ces gens-là, ils vivent grâce aux primes. Voilà, et par rapport au produit brut, vous voyez, 33% contre 15% et même 8% seulement. Bon, on continue. Alors, on revient en Côte d'Armor, sur le Gouette. Oui, le couple d'agriculteurs durables, là, il a un peu moins de production laitière, à 5500 litres contre 7100, la moyenne du département, enfin, de la comptabilité, ceux qui sont au centre de gestion. Le chargement est plus faible également, le nombre de vaches à l'état, si vous voulez. Mais le prix de vente du lait est plus élevé, parce qu'il est de meilleure qualité, plus de taux protéiques, plus de taux butyrique.